Salut Nadav, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation. Nadav, t'es réalisateur et tu viens de sortir, c'était il y a 3 semaines, un film, ça s'appelle Oui. Et je me permets de dire que je joue dans ce film et je suis très fier d'avoir joué dans ce film, parenthèse refermée. Ce film, j'ai même pas envie de raconter l'histoire que ça raconte, mais à mon sens, pour l'avoir vu plusieurs fois, ce que tu essayes de dire, c'est que le problème de la société israélienne, c'est pas tant, enfin, c'est bien sûr aussi Benjamin Netanyahou, mais c'est aussi, voire d'abord, sa société qui est en train de devenir folle parce que la violence en fait qui s'y exerce à la fois à ses portes et à l'intérieur d'elle-même est en train de détruire totalement l'identité du peuple israélien. Euh, on parlait tout à l'heure du fait que ton film a suscité beaucoup de réactions, a fait couler beaucoup d'encre. Il y a aussi eu certaines personnes qui ont décidé et certaines organisations, par exemple BDS, qui ont décidé de boycotter le film. Qu'est-ce qui, selon toi, a le plus dérangé dans ton film? Les motivations sont un peu différentes en fonction des interlocuteurs. Il y en a qui disent parce que c'est un film israélien, d'autres qui disent parce que tu es financé par le CNC israélien, d'autres qui disent que c'est parce que tu as participé à un festival de films israéliens à Paris. Est-ce qu'au fond, ces raisons, elles te vont, ou est-ce que tu penses que le problème, en fait, de ton film est ailleurs? Et oui, enfin moi je pense, comme tu dis bien, il y a une telle variété d'explications qu'on voit bien qu'il s'agit pas ni de l'une ni de l'autre. C'est-à-dire, oui, toutes sortes de récits d'ailleurs extrêmement mensongers, mais peu importe, c'est même pas intéressant sur ce qui s'est passé au Festival de l'Humain, festival Ciné-Club du festival israélien, financement israélien, Festival de Jérusalem, j'ai lu d'ailleurs, c'est que je trouve complètement ridicule, parce que si c'est le vrai, il faut qu'il ouvre le programme du Festival de Jérusalem et qu'il boycotte tous les films de l'année, parce que je t'assure que tous les grands films de cette année ont participé au Festival de Jérusalem. Mais moi, je pense que ce que je trouve un peu dommage, c'est que, enfin, disons que on manque pas des discussions autour du film. Il y a, comme tu as dit, il y a le film, je pense en ce sens-là, le film est clairement un grand événement. Il a suscité 10 000 discussions. N'importe qui voulait exprimer sa voix à la télé, à la radio. Mais je crois que par rapport à cette question-là, et on rate en parlant de toutes sortes de trucs qui finalement sont des excuses et des procédures. On rate un débat qui est 1000 fois plus intéressant et qui aurait pu vraiment être un débat essentiel. Parce que je pense que la base de tout ça dérive de l'ambition, je pense, assez singulière et assez folle du film. Enfin, moi, je ne suis pas un chercheur ou officiel du cinéma, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas, moi, je connais pas de toute façon un autre cas, un cas parallèle d'un film que, en plein feu, en pleine guerre, en plein horreur, en plein génocide, et alors que le sang coule et coule, et insiste de convoquer, de faire appel à la fiction et au cinéma le plus fictionnel possible. C'est-à-dire que sa manière de faire avec l'excès des atrocités, c'est de faire un film excessif. Et cinéma de la fiction excessive. Et ici, je pense déjà qu'il y a, c'est une question pour moi hyper intéressante. C'est une question extrêmement intéressante parce que j'ai vu aussi, je ne sais pas, quelques mots aujourd'hui. Enfin, moi, j'aime beaucoup des critiques de cinéma, mais aujourd'hui, il y a toutes sortes. Mais j'ai lu, oui, j'ai pas des gens qui vraiment
d'une manière très, très ridicule, il a cette scène entièrement citée, cette scène face à Gaza. Et là, les gens qui comptent combien de secondes on voit Gaza, pour certains, c'est pas assez, pour certains, c'est trop, certains, comment on compte, parce que il y a un panoramique, ça va vraiment aux endroits extrêmement ridicules. Mais je veux dire, au lieu de parler de ça, et il fallait, je pense, poser cette question de la fiction, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose, tu sais, la fiction, comme l'amour, comme le sexe, je pense, comme les désirs, je pense que ce sont des choses qui sont indomesticables, comme l'art. Et on sait très bien qu'une fois qu'on commence à domestiquer la fiction, on devient stalinien. On devient totalitaire. C'est ça, toute l'idée du totalitarisme. Et je pense que quand les gens parlent ambiguïté morale, il n'y a pas dans les films une ambiguïté morale dans le sens simple du terme. Je dirais le contraire. Je pense que l'argument que le film pose est 1000 fois plus radical que ce qu'ils disent toutes les associations BDS, tatitata, ensemble. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le gouvernement de Netanyahou est en train de commettre un acte de génocide. Et ils disent l'armée israélienne est en train de commettre un acte de génocide. Quand même, moi, en novembre 2023, quand j'ai écrit le scénario, je disais l'hymne national de ces pays, c'est le génocide. Et cet hymne dans le film est chanté par les enfants. Donc c'est le présent et le futur de ces pays, c'est le génocide. Je n'ai pas dit Netanyahou, c'est quand même un argument 1000 fois plus dur pour Israël et pour les Israéliens. Et je parlais même pas tableau de Georges Gross qui a été créé à Berlin 26 et Berlin 1926, on voit Tel Aviv 2024, 2025, l'analogie est claire, je pense, dans tout ce qui est arrivé, ce qui s'est passé à Berlin 23. Je parlais même pas d'une voix d'un narrateur qui dit que les Israéliens, je me souviens plus, mais que les Israéliens qui grandissaient avec la question comment peut-on vivre normalement à côté des atrocités sont devenus eux-mêmes la réponse. C'est 1000 fois plus radical que n'importe qui, je pense, aujourd'hui, avec tout le respect, ça permet de dire sur Israël. Donc, je pense que l'ambivalence, c'est pas ça. L'ambivalence, c'est ce qui arrive, ou l'ambiguïté, ou le truc qui est incontrôlable. C'est ce qui arrive quand on commence à jouer avec des mises en scène, avec des couleurs, avec des gens, avec des âmes, avec la musique. Et du coup, il y a, par exemple, des choses qui sont extrêmement belles. Qu'est-ce qu'on fait avec le fait qu'on filme une fête décadente et dégoûtante, répugnante, et une scène d'aveuglement d'une fête à Tel Aviv, mais elle est aussi sexy. Qu'est-ce qu'on fait avec la vitalité? Moi, je trouve que c'est très intéressant. Moi, je pense que l'idée que dans la guerre, il y a un élément aphrodisiaque pour cette société. Y compris ce baiser, c'est des personnes qui sont déjà un peu désuées, mais qu'est-ce qui leur fait s'embrasser? Gaza qui brûle. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant, que c'est un argument extrêmement intéressant, que le film est extatique aussi à cause de l'odeur du sang. Je trouve que c'est un argument extrême. Mais je pense que c'est ça, ce qui les gens ont du mal à digérer parce que ça vous met face à quelque chose qui dépasse et qui obéit pas et des arguments politiques simples. Bien sûr, ça pose la question de la pureté morale de l'art, qui, à mon avis, est une question qui est pas très adaptée à cet objet, aux objets artistiques. En fait, moi, ça m'a fait penser quand Charlie Chaplin a sorti Le Dictateur, où de la même manière, il propose une fiction sur une monstruosité, ce qu'il considère comme une monstruosité, qui est plus extérieure à lui que toi, évidemment, avec Israël. Mais c'était ça sa proposition. Il y a des gens qui ont critiqué son film en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? On rigole alors que genre on parle d'un dictateur atroce de l'autre côté de l'Atlantique. Enfin, je veux dire, il a aussi eu, parce qu'il a utilisé la fiction, et une deuxième chose dont t'as pas encore parlé, il a mis la caméra sur le bourreau. Ce que tu fais aussi.
C'est-à-dire que tu filmes pas les victimes. Et ça, oui, et ça aussi, parce que je pense qu'on vit dans un monde qui s'est extrêmement habitué à l'idée de l'art fait par les victimes, du point de vue des victimes. Parfois, j'ai l'impression que ça devenait presque une sorte de bonbon qu'on donne aux victimes pour les calmer. Ok, vous n'avez pas de droits, vous n'avez pas un pays, mais vous pouvez faire des films et on va les montrer partout dans le monde. Enfin, je veux dire, ça devenait... Mais après, évidemment, moi, je souhaite, bon, c'est presque con de le dire, mais je souhaite que, j'espère qu'il y a déjà aujourd'hui, mais qu'il y aura 30 millions de films, documentaires, fiction, pièces de théâtre, qui sortira de cette terre brûlée, ruinée, qui s'appelle Gaza, et qui raconteront tous les récits possibles de toutes ces victimes. J'estime que c'est pas du tout mon rôle de faire ça. C'est presque voler les récits à ces victimes-là. Et je pense que ça aussi, c'est une forme de reflet idiot qui vient aussi finalement de cette jalousie de la liberté de l'art et de l'incapacité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On commence à codifier. Mais il est où les Palestiniens? Mais il est où les Juifs séfarades? Mais il est où? Comme si il y a une chaîne d'exigence. Donc, moi, par exemple, je pense à un certain peintre qui est cité dans le film, Georges Grosz. Un des plus grands opposants du régime nazi, un des plus courageux comme artiste. Georges Grosz, il n'a pas dessiné ni des Juifs, ni des homosexuels, il n'a pas dessiné les victimes, il a dessiné les bourreaux. Il a insisté, il était obsédé par les bourreaux. Personne, je pense, aurait dit à Georges, mais comment vous avez, ok, vous se moquez de ces nazis, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de juifs ou des romans, je sais pas, des homosexuels, de communistes? Parce que je crois que, et ça aussi, je pense que finalement, c'est bizarrement, c'est certains gens qui critiquent ces films, c'est bizarrement une source de jalousie qu'ils n'arrivent pas à avouer. Moi, j'ai la connaissance intime, très intime, avec cette société qui est en train de commettre le plus grand crime de son histoire et un des pires crimes et donc je peux, et je pense que j'ai la capacité, la force, le pouvoir de parler d'une manière extrêmement intime sur cette société-là, de montrer Tel Aviv. Je pense que c'est extrêmement intéressant de voir aujourd'hui Tel Aviv, le centre culturel d'un peuple qui est en train de commettre un génocide. Moi, j'aurais tout donné pour un film réalisé par Fritz Lang à Munich, à 41. Et je dis pas que les Israéliens sont les nazis, mais je trouve on aurait rempli les salles de cinéma si c'est un film pareil. Un couple à Munich à 41, à quoi ils ressemblaient? Est-ce qu'ils se sont embrassés? Est-ce qu'ils ne sont pas embrassés? Il y a Leni Riefenstahl. Oui, il y a Leni Riefenstahl, mais ça, il faut, c'est un certain grand cinéma, mais et je dirais même plus à l'opposé de toutes sortes d'associations. Moi, je sais comment aussi, je pense, avec mes films, et provoquer une véritable peine et douleur chez ces Israéliens. Je peux vous t'assurer que les gens en Israël, ils ont rien à foutre dans telle association, une autre association, pas. Je pense que ces associations font des choses parfois très importantes, je sais pas, mais je veux dire, pour eux, c'est complètement extérieur à eux. Mais je pense que quand certains parmi eux voient oui, il y a des choses qui sont, enfin, ils se voient sur l'écran. Et du coup, toutes sortes des masques et d'outils de défense et d'aveuglement et des propagandes et endoctrinement tombent. Et c'est ça le sens de faire des films qui est fidèle à la vérité de ton point de vue.
Oui, ça c'est ce que tu racontes dans beaucoup d'interviews. Tu dis, ce qu'il faudrait et ce à quoi je contribue avec mon film, c'est de montrer un miroir euh, aux Israéliens, à mon peuple, pour leur montrer l'horreur en fait de ce qu'ils sont en train d'être, de vivre, de faire. C'est une vieille ancienne de l'histoire de l'art. Hein. C'est ce que faisaient les réalistes. Stendhal, c'est ce qu'il proposait. Stendhal, il disait, Ouais. je Mais promène le miroir ouais. le long de la route. Mais tu sais, je dois dire que pour moi, je dois dire que c'est bon. Il faut pas aussi exagérer leur dimension, enfin la dimension de ces réactions. Mais ces genres de réactions, boycott, censure, finalement, le film sert dans le miroir pas que pour les Israéliens. Je pense que ces genres de réactions transforment le film au miroir aussi face à ces gens-là, parce qu'il y a ici une, 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 une ambition quasi autoritaire. Il y a ici une ambition quasi autoritaire de dire, oui, c'est qui convient pas 100% à notre vision de comment fait-on un film dans un moment pareil et immontrable doit pas exister. Donc, je veux dire, tu vois, bizarrement, si le film porte aussi sur la soumission de l'artiste, et comme déjà pas mal de gens disaient, un film résistant sur la soumission ou un film punk sur l'acquiescement, il y a aussi finalement une volonté assez identique de faire soumettre l'artiste. En fait, il y a une forme d'art parce que je pense que au fond, encore une fois, c'est haïr la fiction. Et pour moi, la fiction et l'amour, c'est la même chose. Parce que je me souviens qu'il y avait une spectatrice dans un festival. C'était où déjà? C'était à côté de la mer Noire, en Roumanie, à côté du Danube. Et elle m'a dit, elle a dit, j'ai admiré le film, avant qu'il débat, j'ai admiré le film, mais elle m'a dit, je peux pas te pardonner d'avoir sauvé cet Y à la fin, et je peux pas te pardonner le fait qu'après tout ce qu'il a fait, il est quand même aimé par Jasmine, par sa compagne, donc elle les sauve. Je lui ai dit, tu sais, mais pour moi, cette fin, c'est un peu toute la différence entre une sorte de fable morale un peu trop compréhensible, et qu'on connaît le mec qui a fait le péché, là il va payer pour... Et l'idée que l'amour, c'est une sorte de force sauvage, on sait ça très bien, on tombe amoureux de gens auxquels on ne devait pas tomber amoureux, on pardonne les pires aux gens. Je veux dire, l'amour, et la fiction, c'est aussi une force sauvage. Tu veux dire quelque chose en filmant une scène, mais il y a toutes sortes de vagues et d'ondes, de tempêtes qui sort et tant mieux. C'est pour ça que l'art existe. L'opposé, c'est vraiment propagande. Non, mais t'as tout à fait raison. Et encore une fois, dans l'histoire de l'art, du cinéma comme des arts picturaux ou du roman ou de la poésie, il y a énormément d'œuvres qui répondent exactement aux mêmes critères que le tien. Enfin, je veux dire, quand Lautréamont écrit Les Chants de Maldoror, il écrit pour faire vomir les gens, pour montrer aux gens l'horreur du monde. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça a été reçu. En disant, mais quelle horreur! Ou Baudelaire, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Enfin, genre c'est dégueulasse, tu vois, genre des femmes qui ouvrent leurs jambes pourries, pleines de syphilis à n'importe qui dans la rue, dans le canyon, c'est horrible, tu vois. Et ils l'écrivent. Donc à la fois je comprends, donc et à la fois donc tu te situes dans cette histoire de l'art et à la fois tu entends dialoguer avec la société du présent, qui est la société du monde et la société israélienne. Donc je reviens à cette histoire de miroir que tu leur tends, et je t'ai entendu dire oui, il faudrait un miroir de la taille du Pacifique à tendre aux Israéliens. Moi, c'est ça qui m'étonne un peu dans ton discours, c'est comme si d'où vient cette cécité en fait de la société israélienne vis-à-vis de ce
qu'elle est ou de ce que toi tu montres qu'elle est, tu vois. Si je fais une comparaison avec la France, tu vois, on a des débats sur le fait que bah oui, la France est un système, on vit dans un système raciste, sexiste, classiste. Enfin, on a des débats là-dessus. Il y en a certains qui se voilent la face, mais c'est quand même pas. Je veux dire, il y a des dynamiques qui poussent. On a l'impression qu'en Israël, la majorité des gens sont aveugles. Ouais. D'abord, je pense que c'est sûr. Je pense, tu sais, il y a 10 000 explications à ça. Commençons par le fait qu'Israël, quand même, c'est un cas assez spécifique. C'est une idée qui s'est transformée en un pays. D'abord, il y avait une idée, puis le pays a été formé à la manière de l'idée. Une deuxième chose, c'est que quand même, le truc qu'est-ce que c'est un Israélien ou qu'est-ce que c'est... En fait, un Israélien, c'est quelqu'un qui a été haï par les autres. C'est-à-dire, la haine des autres était quand même le fond de la création du pays. C'est un fond très spécifique. On regroupe des gens qui ont été haïs par les autres, qui ont été véritablement haïs, qui ont été assassinés par des, ou presque assassinés par des... Mais je crois... Et qui le sont toujours, parfois. Et qui le sont toujours, parfois. Mais je crois que et on voit dans ce sens-là à quel niveau l'antisémitisme est parfois vrai, mais évidemment aussi extrêmement fantasmé. Moi, des gens, parfois c'est incroyable à quel niveau c'est presque, c'est enfantin, mais efficace. La quantité des gens assez intelligents ou très intelligents que je connais, qui m'ont écrit dans un moment ou un autre avec énormément d'inquiétude et tu dois avoir extrêmement peur à Paris. Et est-ce que vous osez de sortir de chez vous? Comment vous arrivez à faire les courses et pour avoir quand même des produits? Et moi, je me suis dit, ces gens, quand même, ils vivent dans un pays où chaque jour, il y a des missiles qui tombent sur eux et ils pensent, vraiment, ils sont convaincus, il s'agit des gens, parfois des gens du cinéma, ils sont convaincus que moi, quand je sais pas, je me permets pas de sortir avant les couchers du soleil, et quand je sors de chez moi, je le fais en courant, puisque la rue est remplie déborde d'antisémites. Donc, tout ça, mais quand même, il y a une autre chose en Israël qui est très différente chez nous, l'expérience, la sensation de l'endoctrinement physique, ça s'appelle le service militaire. Et ça dure 3 ans. Et on se prépare pour ça. Donc et c'est pour cela que je pense que c'est aussi pour cela que mes films sont viscéraux. Parce que l'expérience israélienne est viscérale. C'est-à-dire l'expérience, quand tu te transformes en Israélien, c'est tatoué dans ton corps. C'est tatoué dans ton corps, donc aussi ton âme. Et après, c'est très compliqué de se débarrasser de ça entièrement. Et je raconte parfois cette anecdote que moi, alors qu'idéologiquement, aujourd'hui, je comprends tout ce que je comprends, esthétiquement, des gens, des hommes à l'uniforme, ça me paraît toujours beau. Enfin, pour moi, un homme doit porter, véritablement doit porter, d'une certaine manière, dans certaines zones dans mon cerveau. Jamais de la vie, j'aurais aimé que mon fils devienne soldat, mais dans une certaine zone dans mon cerveau, ça me paraît l'état normal. Et donc, je dis que quand je vais avec des amis au manif à Paris, eux qui me fascinent le plus sont les CRS. Et donc, je pense qu'il y a toutes sortes, c'est ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a toutes sortes de données esthétiques et physiques, viscérales, corporelles, qui rendent l'éclaircissement et la conscience presque impossible. Parce que tu te réunis pas à une idéologie, tu te réunis à ta vie. Tu te réunis à ta vie. Et à ta vie, et à la vie de ton enfant, et à la vie de ton père. C'est 1000 fois plus compliqué. Tu dois choisir entre la vérité et toi-même.
J'ai une dernière question, Nadav. On est aujourd'hui le 7 octobre 2025. C'est 2 ans après les attaques du 7 octobre 2023. T'as fait ton film entre-temps. Il est sorti, ton film. Est-ce que aujourd'hui, t'es un homme qui souffre ou t'es un homme qui jouit? Parce que c'est ça aussi, genre, l'ambiguïté de ton film, tu vois, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui jouissent. Enfin, ou on peut être les deux en même temps, d'ailleurs. Quelle question compliquée, on m'a jamais posé cette question. Et T'as kiffé faire ton film? oui, c'est-à-dire J'étais là, j'ai vu. Non, mais c'était jouissif, en fait. c'était jouissif. Moi, je me souviens, quelques jours après le 7 octobre, j'accordais certains entretiens, y compris un entretien chez Blast. Je me souviens qu'à la fin de l'entretien, bon, je me souviens de cette fin, donc je regarde pas mes entretiens, mais ça a été cité plusieurs fois, c'est que je pense à la fin, ils m'ont demandé est-ce qu'il y a de la place pour l'espoir, et moi j'ai dit là, il faut respecter le désespoir. Et j'étais désespéré. Et le projet de ce film, oui, ça m'a arraché de ce désespoir, parce que quand tu fais un film, tu crois à quelque chose. Tu crois à quelque chose et tu crois à quelque chose et évidemment, enfin, mon film n'est pas une remédie pour la planète. Il n'est pas une remédie pour les autres et il n'est pas forcément une remédie, pas forcément une remédie, même pas pour son public. Évidemment, il n'est pas une remédie pour les gens qui souffrent le pire en ce moment. Mais, mais pour moi, son existence et mon sentiment d'aller au bout de quelque chose et d'aller au bout de quelque chose parce que tu sais, ça aurait pu être en plein horaire, je fais un film sur les gazelles et les biquettes. Mais, et je me suis montré qu'il y a, c'est le cas opposé. En plein horaire, je faisais un film sur l'horaire, où j'ai mis l'horaire sur l'écran. Moi, j'ai l'impression que c'est même pas un film sur, c'est la chose dans sa forme du cinéma. Et, 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 et pour moi, aller au bout de ça avec une caméra, des acteurs, des chansons, tout ce que le cinéma est introduit, c'est une source d'espoir, certainement aussi de moments de jouissance. Donc, il va y en avoir d'autres. Tu prolonges cette jouissance, tu vas prolonger cette jouissance en faisant d'autres ou c'est fini le cinéma? Malheureusement pour moi ou heureusement pour moi, je sais faire rien d'autre. Mais ça va, tu te débrouilles pas trop mal. Merci beaucoup, Ned. Merci beaucoup.